Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur l'apprentissage par renforcement et on va essayer de faire en sorte que cette petite voiture que là je suis en train de contrôler avec le clavier apprenne en fait à rouler par elle-même. Donc là c'est un environnement qui reste encore assez simple et qui commence à être intéressant puisqu'on a un vrai petit problème à résoudre où du coup cette voiture doit apprendre à conduire et du coup rester sur la route pour pouvoir maximiser le nombre de récompenses, sachant qu'elle obtient des récompenses en avançant sur la route et elle obtient des récompenses négatives quand elle va aller sortir de la route, comme ici, ou quand elle, du coup elle reste stable, elle a une récompense qui est à 0. Donc du coup sa meilleure manière de cumuler des récompenses dans l'environnement, ça va être de pouvoir apprendre à rester sur la route et à tourner quand elle arrive en fin de route. Donc pour ça, on va utiliser de l'apprentissage par renforcement et on va se baser sur les méthodes qu'on a appris par rapport au Q-learning, mais on va introduire une nouvelle notion qui va être du coup l'apprentissage par renforcement profond, donc Deep Reinforcement Learning, et on va utiliser donc toutes les notions de Q-learning pour pouvoir les mêler aux notions de réseau de neurones. Donc les notions de réseau de neurones que vous allez avoir besoin, ça va être les notions que j'ai introduites dans les vidéos que j'ai fait sur le Deep Learning. Donc si vous n'avez pas encore ces notions en tête, allez voir la série de vidéos que j'ai fait sur le deep learning pour pouvoir comprendre, ça vous aidera du coup à comprendre, parce que là du coup je vais aller rapidement sur tout ce qui est réseau de neurones, je vais aller assez rapidement et je vais considérer que c'est un peu préacquis, même si là les réseaux qu'on va faire vont pas forcément être très compliqués, ça vous aidera d'avoir les bases sur la partie réseau de neurones, et pour la partie Q-learning c'est les dernières vidéos que j'ai fait sur le renforcement qui vous aideront à pouvoir comprendre. Donc on va commencer. Donc pour pouvoir faire ce réseau là, on va du coup avoir un agent, donc c'est la petite voiture que j'ai montré juste avant, et donc cet agent là, donc l'état dans lequel ce que l'agent perçoit, donc l'état dans lequel il se trouve, donc le state, c'est quoi? C'est ici en fait c'est ce qui est représenté par tous ces petits points, donc ça caractérise un peu le lidar de l'agent. Donc en fait les voitures autonomes, il faut savoir qu'elles perçoivent leur environnement par un lidar qui projette des points. Bon, elles n'utilisent pas que ce capteur là, mais le lidar est un des capteurs que les voitures autonomes utilisent pour pouvoir faire une représentation de l'environnement. Donc là c'est un lidar très très simpliste, donc du coup il y a juste certains points en fait autour de la voiture qui vont aller capter qu'est-ce qu'il y a à tel endroit. Et donc ces points, donc les states, ils sont représentés, ils peuvent être représentés sous forme de vecteurs. Et chaque point va prendre du coup différentes valeurs selon ce qui est détecté, selon si c'est la route qui est détectée, si c'est un obstacle. Donc là il n'y a pas forcément d'obstacle, mais dans d'autres environnements plus compliqués il pourrait y avoir des voitures. Et ici il y a un 1, donc par exemple ça pourrait être la détection de l'herbe, je ne sais plus exactement quelle partie de l'environnement est associée à quel nombre, mais du coup le lidar va pouvoir détecter différents nombres pour chaque point du lidar. Et donc ça c'est ce qui constitue le state de la voiture. Ensuite, dans cet environnement, la voiture va pouvoir choisir entre trois actions. La première action qui va être d'accélérer, qui va être l'action 0, et l'action 1 et 2 qui va être de tourner. Et du coup, l'action de tourner, ça va tourner simplement en fait la voiture d'un seul coup en fait de X degrés vers la gauche ou de X degrés vers la droite. Donc l'environnement qu'on va utiliser, il est facilement customisable, donc on peut utiliser plusieurs types de déplacements. Donc là c'est un déplacement très simple, du coup il y a simplement des actions pour se déplacer, et il y a on peut complexifier l'environnement en fait en utilisant des actions plus compliquées, enfin des modes de déplacement plus compliqués, où la voiture doit réellement gérer l'angle parfait du volant, ainsi qu'il y a également une accélération qui est prise en compte. Donc c'est un environnement qui est plus compliqué, mais là on peut utiliser ce même environnement là de manière beaucoup plus simpliste et comme dans ce cas là. Et on va du coup commencer par ça pour pouvoir introduire ces nouvelles notions. Donc pour pouvoir faire la prédiction, donc du coup on utilise du coup le Q-learning. Donc le Q-learning, pour rappel, ça prenait en paramètre, c'est une fonction qui prenait en paramètre du coup l'état dans lequel l'agent se trouve, donc l'état S, et l'action qu'on pourrait faire, et ça retourne pour la paire état et action, ça retourne l'espérance du nombre de récompenses qu'on peut espérer avoir dans le futur lorsqu'on est à l'état S et qu'on prend l'action A. Et en faisant ça, ici on pourrait avoir du coup un réseau de neurones ici j'ai mis du coup la box bleue en fait, donc qui caractérise ici un réseau de neurones. Donc peu importe l'architecture, même si on fera une architecture très simple avec qu'un seul hidden layer ici. Et en fait, donc peu importe le réseau de neurones, ici on pourrait avoir un réseau de neurones qui prend qui prend l'action, donc par exemple qui prend l'action d'accélération et l'état actuel de la voiture, et qui fait la prédiction de l'espérance. Et du coup,
Grâce à ça, en fait, on peut du coup s'affranchir de la Qtable dont je parlais dans la dernière vidéo. Le problème avec la Qtable, c'est que selon les états, en fait, la taille de la Qtable va aller devenir vraiment que la taille va aller grandir de manière exponentielle avec la complexité des états qu'on va lui donner. Donc c'était pas l'algorithme du coup était pas scalable pour des algorithmes plus complexes, comme par exemple cet environnement-là où l'état du coup est beaucoup plus grand. L'état de la voiture est beaucoup plus grand et donc c'est quasiment impossible ici d'utiliser une Qtable. Et l'avantage du coup d'utiliser des réseaux de neurones ici, c'est qu'on va pouvoir créer des abstractions, une abstraction de tous les états qui vont être donnés pour pouvoir faire une estimation de l'espérance et sans avoir à tout stocker dans une Qtable. Et c'est là la force du coup d'utiliser des réseaux de neurones combinés aux méthodes de renforcement. Donc plutôt de simplement utiliser ce réseau de neurones là qui prendrait deux types d'entrées en paramètres, qui prendrait le state et l'action et qui retourne une espérance. Le problème en faisant ça, c'est que du coup, il faudrait, pour chaque action, réutiliser le même réseau de neurones pour lui dire, ok, quelle est l'espérance si je suis dans tel état et que je prends telle action, quelle est l'espérance si je suis dans tel état et que je tourne le volant à gauche, et quelle est l'espérance si je suis dans tel état et je tourne le volant à droite. Du coup, ça ferait trois utilisations du même réseau pour avoir le résultat, donc c'est pas forcément pratique. Donc au lieu de faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un réseau de neurones qui prend seulement en entrée l'état, et qui a 3 neurones en sortie, donc les 3 neurones qu'il y a ici, et pour chacun de ces 3 neurones-là, chaque neurone en fait va prendre la valeur de l'espérance du nombre de récompenses qu'on peut espérer avoir lorsqu'on est dans l'état S et qu'on prend du coup l'action accélérée, l'action tournée à gauche, l'action tournée à droite. Du coup, en une seule utilisation de notre réseau de neurones, il est capable du coup de nous retourner 3 neurones en sortie qui nous donnent les espérances pour chacune des actions. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on utilisera un softmax. Donc softmax, j'en ai déjà parlé sur ma vidéo sur MNIST. Le softmax, ça va nous permettre d'avoir une... Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi parce qu'ici, on va pas utiliser de softmax, puisque du coup, le softmax, je me suis égaré, c'était sur la distribution, pour avoir une distribution de probabilité. Mais là, en fait, on s'en fout, parce qu'en fait, chaque neurone va presque être indépendant des autres. Il va venir de la même représentation dans le réseau de neurones, mais il sera indépendant des autres. Puisqu'il va prédire une valeur qui sera linéaire, et la valeur linéaire, c'est le nombre de récompenses qu'on peut espérer avoir dans le futur. Donc il n'y a pas une dépendance avec celui-ci, n'a pas une dépendance directe avec celui-ci par rapport à une probabilité ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc on aura du coup un réseau de neurones qui va prendre en entrée l'état et qui va faire la prédiction de l'action, de l'espérance pour chacune des actions possibles. Donc du coup finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est à trouver l'optimal action value function. Donc l'optimal action, donc c'est la action value function, c'est notre Q network ici, donc c'est notre réseau de neurones qui représente la Q function. Et ici on dit qu'elle est optimale en fait parce que notre but ça va être de trouver cette Q function qui est optimale. Et donc elle est représentée en fait ici par l'étoile. En fait quand on met une étoile ici en renforcement, généralement c'est quand on fait référence à un réseau qui serait optimal. Et donc du coup on veut trouver le réseau de neurones qui représente notre action value function et du coup qui suit la policy pi. Donc pi ici en renforcement, pi ça fait référence à la policy. Donc la policy, qu'est-ce que c'est? C'est quand on suit finalement ce que le réseau de neurones nous dit de faire, ce que notre réseau de neurones nous dit de faire. On a un dilemme entre l'exploration et l'exploitation dont j'ai déjà parlé. Et en fait, quand on suit notre policy, on fait simplement de l'exploitation. C'est-à-dire qu'on prend notre réseau de neurones, on regarde, avec ce réseau de neurones par exemple ici, on regarderait quelle est l'action qui me rapporte le plus d'espérance pour le futur, et du coup je choisis l'action qui me donne le plus d'espérance de récompense dans le futur. Et ça, ce serait ce serait suivre la policy. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on essaye de trouver un réseau de neurones optimal qui suit la policy, et on veut trouver du coup la policy donc, qui maximise le nombre de récompenses qu'on va avoir dans le futur. Donc c'est la récompense ici à l'instant t, plus gamma fois la récompense à t plus 1, plus gamma au carré fois la récompense à t plus 2. Donc ici ce serait 2. Et du coup on fait ça sur tout l'épisode. On prend une expectation ici parce qu'on veut une moyenne sur l'ensemble des épisodes. Donc du coup, notre but ici, cette notation mathématique, elle veut simplement dire ça. Elle veut simplement dire qu'on cherche en gros une policy, un comportement pour trouver le comportement optimal pour notre action value function. Et voilà, sachant que ici on prendrait l'action, qu'on serait à l'état S et qu'on prendrait l'action A en suivant notre policy. Donc ça c'est tout ce que ça veut dire.
Donc pour faire ça, pour pouvoir en fait trouver du coup et entraîner notre réseau de neurones pour trouver du coup ce comportement maximum, hein, ce comportement qui trouve le comportement optimum pour notre Q-function, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on a besoin du coup de pouvoir l'entraîner, ce réseau de neurones. Donc la question c'est comment est-ce qu'on va l'entraîner? Donc pour pouvoir l'entraîner, qu'est-ce qu'on fait? En fait on a un modèle, donc du coup un modèle ici avec des paramètres. Donc les paramètres c'est les poids de notre réseau de neurones, donc c'est tous les poids qu'on va devoir entraîner. Et pour pouvoir avoir un comportement sorti. Donc généralement quand on a un modèle, qu'est-ce qu'on a? On a des entrées, et ensuite on a une prédiction qui est faite, donc ici qui est représentée par y hat, c'est donc du coup la prédiction du réseau de neurones. Donc généralement on fonctionne toujours là-dessus. Et en plus de ça, on a une dataset généralement pour nous dire ok, ça c'est toi tu as fait la prédiction de ça et moi j'attendais ça en sortie, c'était ma target, c'était ma cible que j'attendais en sortie. Par exemple dans MNIST, on avait donc des chiffres. Et on avait une dataset du coup de chiffres, et pour chaque chiffre, on avait le label qui était associé, donc c'était la target. Et notre réseau de neurones faisait une prédiction sur le chiffre qu'il pensait voir sur l'image, et ensuite on pouvait du coup faire une comparaison entre ce chiffre-là et entre ce que le réseau de neurones a prédit et la target pour pouvoir définir une erreur, et grâce à cette erreur, on pouvait du coup changer les poids de notre réseau de neurones. Donc là, ça va être exactement en fait la même chose, mais on va devoir avoir besoin, si on veut entraîner notre réseau de neurones, d'avoir accès à une erreur. On a besoin en fait de pouvoir avoir accès à une erreur pour pouvoir modifier les poids en fonction de quelque chose. Et du coup, pour pouvoir modifier les poids, on a forcément besoin de cette erreur. Donc la question, c'est sachant qu'on n'a pas un dataset de personnes qui ont conduit ou quoi que ce soit, l'agent va explorer l'environnement par lui-même, il nous faut pouvoir définir une erreur. Il se trouve que dans les dernières vidéos, sur le Q-learning, j'ai parlé de l'équation de Bellman. Donc l'équation de Bellman, elle est définie comme ceci, c'est que du coup, notre Q-function, du coup à l'instant t, à l'état S et prendre l'action A, c'est égal, en fait, il y a une récursivité dans l'équation de Bellman, c'est égal à la récompense que j'ai maintenant si je suis à l'état S et que je prends l'action A, et fois, en gros, gamma fois, en gros, l'action maximum, l'action qui maximiserait mon espérance à l'état T plus 1, et en prenant l'action AT plus 1. En suivant du coup forcément ma policy. Parce qu'en fait je choisis ici du coup l'action qui maximise mon espérance lorsque je suis à T plus 1 et je prends cette valeur là et du coup mon espérance à l'instant T en prenant l'action A c'est égal à la récompense plus du coup le futur, donc juste l'espérance de ma fonction à l'état ST plus 1. Donc du coup il y a une sorte de récursivité. Qui se crée. Donc j'ai fait une vidéo où je montrais en fait une animation où vous pouvez voir en fait l'évolution de cette valeur là et vous pouvez vous rendre compte en fait de comment pourquoi en fait il y a cette récursivité et à quoi elle sert finalement. Et du coup on va pouvoir se servir de cette équation de Bellman. En fait on veut à la fin que notre réseau de neurones il soit capable d'avoir ce comportement là. Et pour pouvoir avoir ce comportement là, du coup, on va simplement définir une erreur qui nous permette, lorsque l'on appelle notre réseau de neurones, qu'on lui passe l'état S et qu'il nous donne l'action A, on veut que ce soit égal en fait à ça. Et du coup, ici, on a déjà notre dataset. On a déjà en fait en quelque sorte une dataset qui nous dit que ça, c'est du coup c'est ce que va nous donner notre réseau de neurones. Donc c'est Y pi. Et ça, en réalité, c'est la target, c'est ce qu'on attend. Donc en fait, on veut qu'il y ait une égalité entre Y, ici ce serait Y hat, donc qui est ici, hop, qui est du coup ici, et ça, ici, cette partie-là de l'équation de Bellman, c'est la target qui est ici. Et du coup, avec ça, on va pouvoir définir une erreur, puisqu'on veut que ça soit égal à ça. Et en fait, en faisant ça, en suivant du coup l'équation de Bellman, on va avoir un réseau qui va être capable de calculer correctement l'espérance de chaque action, sachant l'état dans lequel on se trouve. Et en étant capable de savoir l'espérance de chaque action, après on a simplement besoin de suivre notre policy, c'est-à-dire de choisir l'action qui maximise l'espérance pour le futur. Et en faisant ça, si on est capable de pouvoir évaluer correctement chaque action, on est capable de résoudre le problème, de résoudre l'environnement. Donc cette erreur, elle va se noter comme ceci. Donc si on fait attention ici, c'est l'erreur en fait, elle se trouve exactement dans cette partie-là. Donc l'erreur ici c'est en fait notre target, donc R plus gamma fois max de A, etc. C'est exactement la même chose que ceci, que cette partie-là, donc c'est la target en fait, moins, donc c'est la target moins ici la prédiction de notre réseau de neurones, donc c'est cette partie-là en fait de l'équation.
Donc ici en fait on calcule l'erreur, donc ça va être notre erreur, on fait la différence et on la met au carré. Et une fois qu'on a cette différence là, ici en fait tout ce qu'on fait c'est qu'on prend l'expectation, donc la moyenne en gros sur un ensemble de valeurs qui sont du coup un ensemble de transitions, qui sont du coup les transitions S, prenant l'action A, j'obtiens telle récompense et je finis dans tel état. Et en fait ça on va les générer depuis UD, donc ici UD, pour l'expliquer rapidement, en fait, l'idée ça va être de pouvoir générer en fait toutes ces transitions depuis une dataset, sauf que cette dataset on l'a pas, et donc du coup cette dataset on va la créer au fur et à mesure qu'on va explorer l'environnement. Donc au fur et à mesure qu'on va explorer l'environnement, ce qu'on va faire c'est qu'on va stocker des transitions de S, A, R et S'. On va stocker ces transitions dans une dataset ici qu'on appelle U2D, et on va en fait, pour pouvoir entraîner, donc là c'est pour pouvoir entraîner du coup notre réseau de neurones, à chaque fois on va calculer l'erreur sur une transition comme ça. Et on va calculer cette erreur là en fait sur une transition qui vient de notre dataset, enfin notre petite dataset qu'on a créée en explorant l'environnement. Donc ça c'est notre badge d'expérience, et du coup en faisant ça, qu'est-ce qu'on a ? On se retrouve avec tout ce qu'on a besoin, c'est-à-dire qu'on suit l'équation de Bellman. Depuis l'équation de Bellman, on en déduit une erreur qu'on doit suivre et qu'on doit minimiser. Et en minimisant cette erreur, en fait, on s'assure qu'on va suivre l'équation de Bellman et qu'ainsi qu'on va pouvoir être capable de pouvoir faire la prédiction pour chaque état, l'espérance de chaque action qu'on peut faire. Lorsqu'on est dans chaque état, on va pouvoir avoir l'espérance de chaque action et ainsi pouvoir agir de manière optimale dans notre environnement. Donc en pratique, cette partie-là en fait de l'algorithme, donc cette partie en fait où on génère des données qui viennent en fait d'un batch qu'on a mis à côté, enfin d'une dataset qu'on a créé en fait à côté, elle est super importante, puisque quand on va entraîner un réseau de neurones, en fait généralement on part du principe qu'il ne faut pas qu'il y ait de corrélation en fait directe entre les données sur lesquelles on s'entraîne. Or lorsqu'on entraîne si on entraînerait en fait pour chaque transition l'une après les autres le réseau de neurones directement, le problème c'est qu'on se retrouverait à faire, en fait il y a une corrélation directe après chaque entraînement, et du coup ce qu'on fait c'est qu'on essaye de tout stocker dans une base de données, on mélange tout ça, et après on sélectionne simplement des transitions de manière indépendante pour qu'il n'y ait aucune corrélation entre les données dans la dataset. Donc voilà, cette partie-là est assez importante et je vous la montrerai dans le code comment c'est fait, c'est assez simple finalement dans la manière qu'on peut le faire. Et ensuite voilà, du coup on a cette erreur. Donc là on va pouvoir commencer à regarder du coup dans le code qu'est-ce que ça donne. Donc ici on a notre voiture, hop, où on est capable de bouger. Donc ici on a cet environnement, donc c'est Metacar. Donc sur GitHub, si vous allez sur le repo Metacar, hop. Du coup Metacar c'est un projet que j'avais fait qui vous permet en fait du coup de simuler des environnements. Et ici donc sur le GitHub vous avez toute la documentation que vous avez bien si vous voulez revenir pour voir des informations sur le projet. Donc là pour le moment nous ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser le code. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà importé ici les dépendances qu'on a besoin, j'ai importé Metacar et j'ai également importé tensorflow.js. Donc on va servir tensorflow.js pour pouvoir directement faire des réseaux de neurones et des opérations du coup directement dans le navigateur. Et donc j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur comment on utilise tensorflow.js. Alors ici on commence simplement, en fait on définit le level, donc ici j'utilise Metacar et je définis le level, donc il y a un set de level prédéfini qui peut être utilisé, vous pouvez également customiser vos propres levels, mais il y a un set de level qui est déjà défini, donc ici on va utiliser le level 0. Ici ce que je fais c'est que du coup je charge l'environnement, donc je charge avec le level associé, et ici je set en fait la manière dont je vais contrôler la voiture, et je mets simplement que à chaque fois que je tourne en fait ça tourne d'un tel radian. Voilà, c'est grosso modo ici seulement ce qui est fait, c'est l'initialisation de l'environnement. Ici, ce sera une fonction que j'utiliserai simplement pour pouvoir calculer la moyenne d'un arrêt, c'est pas très important. Et enfin, ici, j'ai accès à une fonction play. Donc en fait, quand je vais faire un add environnement, en fait, quand je vais ajouter ici un event, ça va en fait me mettre du coup un petit bouton play. Et ici, ce que je fais, c'est que je récupère l'état actuel de la voiture, donc c'est les points du lidar. Donc dans ST, ici, je récupère les points du lidar. Donc je peux afficher ici ST. Et ensuite, je step dans l'environnement, donc je progresse dans mon environnement en prenant l'action 0.
et, au moment où je step dans l'environnement, ça me retourne ma récompense. Et du coup, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher l'état dans lequel je me trouvais, la récompense que j'ai eue quand j'ai pris l'action 0. Donc si je fais ça, hop. Donc ici, je lance play, donc qu'est-ce que ça a fait? Ça m'affiche l'état dans lequel je me trouve. Et donc ici, là, je suis dans le vide, donc ça m'affiche que là que des 0. Et la récompense que j'ai eue. Là, pour le moment, j'ai -1 parce que je me trouve en fait hors de la map. Si je recharge ici, hop, je mets directement stop. Vous voyez qu'ici, j'avais des récompenses de 1 parce qu'en fait, je progressais dans l'environnement, sur la route, donc j'avais une récompense positive. Et vous voyez que du coup, ici, mon état était différent. Il y avait des nombres, donc les points de mon lidar, ici, selon où ils se trouvaient, en fait, ils étaient pas forcément à 0. Il y en avait qui étaient également à -1. Hop. Donc du coup ici j'ai également du coup le bouton stop qui me permet d'arrêter d'appeler ma fonction de play, et ici j'ai une fonction d'entraînement. Donc dans la fonction d'entraînement, c'est là où je vais du coup pouvoir mettre le code qui va me permettre de pouvoir entraîner la voiture. Donc du coup maintenant on a besoin donc de créer le réseau de neurones qui va nous permettre à partir d'un état de pouvoir faire la prédiction de l'espérance de chacune des actions. Et donc pour ça ici j'ai cette partie là, donc je vais créer mon réseau ici au début. Et je vais le créer assez facilement. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais définir mon input, donc l'input de mon réseau de neurones. Donc il y en aura du coup, ce sera un batch en fait d'autant de valeurs que je veux, ou d'autant d'états que je veux, et chacun des états aura 26 valeurs. Ensuite je vais créer un premier layer en fait qui va du coup avoir un biais, un bias, un nombre 32 neurones, et chacun des neurones aura une activation par ReLU. Et ensuite du coup j'applique mon input en gros, et du coup là je récupère la sortie de mon layer. Ensuite, je crée un output layer qui aura 3 unités, enfin 3 neurones en sortie, et chacun des neurones 3 parce qu'il y a 3 actions du coup à pouvoir faire. Et ce sera du coup une activation linéaire, pas comme je me suis trompé tout à l'heure en softmax, c'est une activation linéaire puisque chacun des neurones aura du coup une espérance, l'espérance du nombre de récompenses qu'on peut espérer avoir dans le futur. Donc c'est ici linéaire. Et j'applique du coup sur ce layer, sur l'output layer, j'applique du coup le layer précédent. Enfin, je crée le modèle en disant que l'input c'est mon input que j'ai créé ici, que l'output c'est l'output layer ici qui est constitué des 3 neurones. Enfin, ici je vais créer mon optimizer, donc je vais lui dire que mon optimizer c'est tout entre elles avec, donc ça sera un Adam optimizer, ici je définis le learning rate, et je pourrais ainsi réutiliser l'state optimizer là plus tard. Et ici je crée du coup mon loss, donc c'est la manière dont je vais calculer mon erreur. Et donc ici en fait ce loss, qu'est-ce qu'il prend? Il prend deux choses en paramètres. Ils font 3 choses en paramètres. Il prend l'état dans lequel je me trouve, donc c'est une matrice en fait qui, donc une matrice en gros qui stocke tous les états dans lesquels je me trouve. Donc c'est en gros tous ces états là, ils proviennent d'où? Ils proviennent d'ici. Donc c'est-à-dire que j'ai généré, en fait j'ai récupéré du coup depuis ma dataset que j'ai généré, on va voir comment elle est générée. Je récupère en gros plein d'états ici, donc ça c'est TF state. Ensuite je récupère également plein d'actions, donc toutes mes actions elles sont là. Et je récupère également les targets. Et donc les targets elles sont calculées de cette manière là. Elles sont calculées en utilisant cette partie là de l'équation, donc c'est R plus gamma de maximum de ça. Donc c'est exactement cette partie là en fait qui permet, c'est ça X target, c'est du coup c'est du coup pareil une matrice avec toutes les valeurs des targets en fait à obtenir. Et en fait là ce que ça fait du coup c'est que ça utilise, du coup ça fait la prédiction, donc modèle.predict, ça prend du coup le state et ça fait la prédiction ça fait la prédiction du coup pour chacune des actions. Ensuite, ça le soustrait à la QTarget, donc ça fait la soustraction ici. Ça fait cette soustraction-là. Et ensuite, ça fait le au carré. Et enfin, on multiplie ça du coup par un TF action. Alors là, l'intérêt de multiplier ça par un TF action, c'est qu'on va pouvoir on va avoir du coup ce loss qui va se calculer. Et on va être capable du coup simplement en fait TF action ici, ça va être une sorte de masque où il y aura 0. Par exemple, si on prend l'action aller tout droit, le masque sera égal à 1, 0, 0. Et si du coup on multiplie ça par cette différence-là, ça va mettre en fait les deux actions qui ne sont pas intéressantes à 0. Et ainsi en fait on va calculer le gradient seulement pour l'action qui nous intéresse. Donc ici TF action c'est un masque qui fait ça.
Donc j'afficherai tout à l'heure, si c'est pas fort, j'afficherai tout à l'heure ici les valeurs pour que vous puissiez vous rendre compte exactement de qu'est-ce qui est fait en fait dans cette opération là. On reviendra là-dessus. Donc maintenant que j'ai défini mon réseau de neurones, je vais pouvoir déjà l'utiliser dans ma fonction play. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser en fait ma fonction pick action. Donc pick action, elle est assez simple. Hop, pick action. Hop, ici, donc c'est cette fonction là que j'avais commentée. Donc la fonction pick action, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle prend en fait un état en paramètre et epsilon et elle fait simplement de l'epsilon greedy. En fait, soit elle choisit du coup une action de manière aléatoire selon du coup selon l'epsilon, soit sinon ce qu'elle fait, c'est qu'elle prédit du coup par rapport à l'état qui lui est donné, elle fait la prédiction du résultat. Elle prend la valeur maximum et du coup la valeur maximum ce sera du coup l'action qui va être utilisée et elle retourne l'action. Donc elle prend les 3 espérances qui ont été prédites, elle prend l'action maximum et du coup elle retourne ça. Donc ça on agit de manière greedy en fait en suivant notre policy lorsqu'on fait ça. Donc ça c'est pick action. Donc pick action ici je lui mets un epsilon à 0 pour être sûr qu'on fait de l'exploitation lorsque j'appuie sur play. Ensuite du coup ici on va plus faire simplement 0. Alors simplement on aurait pu ici faire 1. Je vous montre ce que ça fait. Du coup ça fait en effet du coup tourner la voiture comme ça. Et du coup là c'est pas ce qu'on va faire pour le moment, on va utiliser du coup ce que notre réseau de neurones prédit, c'est-à-dire l'action, et ici on va afficher la récompense. Donc là le réseau de neurones, sachant qu'il n'est pas entraîné, il va avoir un comportement complètement aléatoire. Donc si je fais play, hop, ça va. Donc là voilà, il a un comportement aléatoire, donc là il tournait. Voilà, là il a un autre comportement qui est. C'est un comportement qui est aléatoire mais presque satisfaisant. Hop, ensuite là hop, je fais play, c'est un autre comportement, etc. Donc ici voilà, j'ai donc mon play qui donc on peut afficher du coup la récompense. Donc là cette fonction c'est bon. Donc maintenant ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir définir l'entraînement. Donc l'entraînement, comment il se passe? Ça se passe du coup de cette manière là. C'est qu'on a du coup ici on va stocker. En fait ça va nous permettre de stocker toutes nos expériences. Donc dans l'équation qu'on avait tout à l'heure qui était ici, en fait, c'est UD là, en fait, c'est ici qu'on va en fait stocker notre dataset. Et ensuite, on va pouvoir réutiliser en fait des transitions depuis cette dataset là qu'on va créer. Donc ici, ça va nous permettre de stocker en fait toutes mes transitions. Mes transitions de state, de récompense, ça c'est pour calculer juste ma moyenne, mon next egg, donc S prime, et mon action. Ensuite ici, je récupère encore l'état de la voiture, donc dans ST. Et ce que je fais, c'est que ici je vais faire du coup 150 épisodes, donc je vais lancer la voiture 150 fois. Enfin, je vais lancer des expérimentations 150 fois. Entre chaque expérimentation, à la fin, je ferai un shuffle pour pouvoir réinitialiser la position de la voiture. Et ici, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais du coup, pour chaque épisode, je vais faire avancer la voiture de 400 étapes en avant. Enfin, en avant. Je vais faire avancer la voiture de 400 étapes et après elle va du coup choisir de manière aléatoire ou non des actions. Donc dans ces 400 étapes, donc ici c'est vraiment là qu'il y a la boucle d'entraînement qui se passe. À chaque step, ce que je fais, c'est que je choisis une action en suivant mon epsilon. Donc au début epsilon, je commence avec un epsilon qui a 1, donc je fais toujours de l'exploration et petit à petit je vais baisser pour pouvoir faire de l'exploitation à la place. Ici ma récompense, du coup une fois que j'ai choisi mon action qui est du coup aléatoire ou non, je step dans l'environnement avec cette action là et je récupère ma récompense. Enfin du coup j'ai accès à un nouvel état, donc c'est S prime, donc ici je l'appelle ST2. Donc là je récupère le nouvel état de mon environnement. Ici je crée un masque qui est égal du coup à l'action que je viens de prendre, donc le masque au début doit tout à 0 et selon l'action que je viens de prendre je vais mettre un 1 à l'endroit où j'ai choisi l'action. Et du coup le masque, c'est ce que je parlais tout à l'heure dans le calcul de l'erreur, ça va pouvoir me permettre de pouvoir calculer mon erreur seulement sur l'action qui m'intéresse. Il y a 3 neurones en fait, mais on veut calculer l'erreur seulement sur une des actions et pas sur toutes les actions en même temps. Donc pour ça je vais utiliser mon masque ici qui va mettre seulement une des actions à 1. Enfin, ici, ce que je fais, c'est que j'insère en fait du coup mes transitions de manière aléatoire dans mon dataset. Donc du coup, en les insérant de manière aléatoire, je prévois le fait que quand je vais pouvoir les utiliser, enfin,
sélectionner les batchs, des batchs dans ma dataset, dans la pseudo dataset, je vais pouvoir du coup avoir ça de manière aléatoire. Donc ici je les insère simplement de manière aléatoire, je l'insère pas par exemple que à la fin, où là il y aurait du coup où tout serait ainsi du coup mis les uns après les autres et qu'il y aurait ainsi une corrélation entre les données, alors que là je les insère de manière aléatoire, donc du coup ça supprime les corrélations. Enfin ici c'est simplement si j'arrive en gros où ma dataset elle va au-delà de 10 000 transitions, ce que je fais c'est que je supprime la première ou la dernière, je supprime la première transition pour pouvoir seulement garder, garder en fait ma dataset à 10 000 transitions. Donc en fait c'est finalement au fur et à mesure que j'explore mon environnement, ça fait une dataset un peu glissante en fonction de ce que je suis en train d'explorer. Et enfin ici je définis que mon état actuel du coup c'est mon état AT+2 qui sera ainsi du coup utilisé dans le prochain tour de boucle. Et enfin, toutes les 5 épisodes, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher du coup la moyenne de mes récompenses et mon épisode, et enfin je vais appeler train model. Et donc train model, je vais lui passer du coup toute ma dataset actuelle et je vais dans train model faire un entraînement sur toute cette dataset là. Donc train model il est ici. Hop. Et donc train model, ce que je vais faire, donc ici je récupère la taille de ma dataset actuelle. Je transforme chacun des états en fait, donc que ce soit le state, reward, next step ou action, je les transforme en fait en tenseur. Donc le state c'est en fait il y a un nombre de states défini avec donc c'est 26, donc il y a 26 points dans mon vecteur. La récompense, il y en a qu'une seule. Le next state, du coup le prochain état dans lequel je me trouve, c'est également 26 points pour chaque point du lidar. Et ensuite l'action que je prends, en fait du coup ici c'est mon masque, donc c'est un masque avec seulement un truc, une valeur qui a 1. Ici ça va être pour stocker le loss au fur et à mesure de l'entraînement. Et donc ici je calcule ma target. Donc pour pouvoir calculer ma target, qu'est-ce que je fais? Je prends mon prochain état, donc je prends ici S', je prends ici S', et je fais du coup un predict sur le truc. Donc en faisant ça, j'ai accès du coup à la prédiction de tous les prochains états. Et grâce à ça, ici donc dans QTarget, je vais pouvoir définir que c'est égal du coup à la valeur du coup maximum, puisqu'ici je sélectionne le max de l'action, donc c'est l'action au prochain état qui me donne l'espérance la plus haute. Donc c'est ce que je fais ici, c'est que je sélectionne du coup la valeur maximum qui est prédit du coup par mon réseau. Là c'est un expand dim, c'est juste pour pouvoir faire l'opération matricielle et pour que l'opération en gros puisse marcher correctement, pour que ce soit la même dimension que la prochaine opération sur laquelle je fais. Je multiplie ça par 0,99, donc 0,99 c'est gamma. Donc gamma, je rappelle, c'est pour pouvoir en gros faire en sorte qu'on s'intéresse davantage aux récompenses qui arrivent plus tôt, plutôt que aux récompenses qui arrivent beaucoup plus tard dans l'environnement. Donc du coup ici je multiplie par 0,99 et enfin j'additionne la récompense, donc R. Et donc ça c'est ma target. Et donc là ce que je fais c'est que je transforme ça en fait en valeur. Et donc là en fait c'est pour en fait l'idée c'est que TensorFlow en fait il va faire de l'autodifferentiation. Donc c'est à dire qu'il va pouvoir calculer tous les gradients tout seul. Donc je veux pas en fait qu'il calcule le gradient en fait en fonction de ça, parce que ça c'est considéré comme étant la target. Je veux qu'il le calcule seulement en fonction de ça. Donc là ce que je fais c'est que je transforme en valeur et après je le remets en fait en tenseur pour que ce tenseur soit indifférent et qu'il n'y ait aucune autodifferentiation qui se fasse. Mais voilà, l'idée là c'est qu'il faut prendre en compte que ici QTarget en fait c'est simplement du coup une valeur, c'est cette partie là de l'équation qui est parce qu'on veut en fait que cette partie là prédise cette partie là, donc on fait l'erreur. Donc ça c'est notre target. Donc ici ça retourne la target, et là ce que je vais faire c'est que maintenant qu'on a notre target, on peut du coup parcourir notre dataset. Donc on va faire des batchs, en fait des batchs de 32, donc on a une grosse dataset, et donc on va prendre des petits batchs de 32, et sur chaque batch de 32, du coup on va optimiser notre modèle pour qu'il soit capable de faire la prédiction de la target. Et donc ici ce que je fais c'est que simplement du coup je sélectionne du coup un slice, donc une petite partie du coup je parcours toute ma dataset, et du coup là j'ai chacune des parties indépendamment ici dans un tenseur. Et enfin ici du coup je vais appeler l'opération de minimisation pour, en fait je vais utiliser mon optimizer, donc c'est ce que j'avais défini ici. Alors je l'avais défini ici, donc c'est mon Adam Optimizer, et donc ce que je fais c'est que je lui dis tu vas minimiser ce que je te retourne ici. Donc ici je vais retourner loss, donc ça veut dire que tu vas minimiser en fait mon erreur.
Et ici, l'erreur, elle est définie à ce moment-là. J'appelle du coup la fonction que j'ai définie plus haut, qui est model loss, et qui fait donc, qui prend en paramètre le state, les actions et la target. Et ici, simplement, j'ajoute ça en fait, là, j'ajoute le résultat en fait à un arrêt pour pouvoir calculer la moyenne sur l'ensemble. Ça, c'est juste pour pouvoir afficher des valeurs. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais afficher, hop, console. Alors, je vais pas les afficher comme ça. Hop. Je vais faire un modèle predict de state pour pouvoir vous montrer quelle valeur ça prend. En fait, cette partie-là est super importante en fait que vous compreniez bien les actions. Donc du coup ici, je vais vous montrer en fait quelle valeur ça prend. Donc ce que je vais faire ici, hop, c'est que je vais faire directement un return après le premier. Ça m'en fera pas plusieurs. Et ici, je vais simplement également faire un return, comme ça m'en fera qu'un seul. Hop. Du coup là, on lance l'entraînement. Hop, du coup là, c'est ce que j'ai affiché. Donc vous voyez en fait que c'est un tensor. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pour tous les états qui ont été déjà stockés dans la dataset, vous voyez que j'ai fait la prédiction du coup de l'espérance pour chacune des actions. Donc pour le moment, le modèle n'est pas forcément entraîné, mais on a déjà en fait de quoi comparer la valeur qui a été mise. Donc du coup, c'est pour ça qu'ici on fait du coup .sub de qtarget. Hop, et du coup si je fais .sub de qtarget, j'obtiens du coup la différence entre les deux. Donc moi je veux du coup la différence au carré. Point square. Je lance l'entraînement. Du coup ça me fait du coup que des valeurs positives. Et enfin du coup je multiplie ça par TF action. Et du coup comme TF action ici c'est un masque, où c'est seulement l'action qui m'intéresse, puisque en fait dans mon erreur ici je m'intéresse seulement en fait à modifier ça selon l'action que j'ai prise, donc seulement une des trois. En multipliant par un masque où toutes les valeurs sont à 0, ce que ça va faire, c'est que je vais avoir ainsi, donc lancer l'entraînement. Voilà, ici j'ai en gros seulement du coup une erreur, seulement sur les parties qui m'intéressent, seulement sur les actions qui m'intéressent. Et du coup je vais pouvoir, au moment en fait où ça va calculer tous les gradients pour modifier les poids du réseau de neurones, ça va seulement le faire sur des parties qui m'intéressent, sur les actions en fait, et non pas sur les autres. Donc cette partie-là est assez importante. Voilà. Hop, ici je peux supprimer mon return. Ici, je le supprime également ici. Donc là, je vais pouvoir maintenant lancer l'entraînement. Et donc là, hop, je lance train. Donc là, ce que j'ai affiché, c'est l'épisode dans lequel je me trouve. Donc là, il y a 150 épisodes à faire. La moyenne actuelle sur les derniers épisodes que j'ai fait. Et la moyenne du loss, en fait, sur l'ensemble des optimisations que j'ai fait. Donc en faisant ça, j'ai accès, je vois du coup l'entraînement en temps réel. Donc c'est important généralement de pouvoir afficher l'entraînement en temps réel quand vous le faites. Donc là, on va attendre que ça arrive jusqu'à 150. Et voilà, donc du coup, c'est un code qui est assez gros en fait. Donc du coup, il y a énormément de compétences là que vous allez devoir acquérir, que ce soit sur des compétences sur les réseaux de neurones ou sur la compréhension du Q-learning. Donc il y a deux choses à faire. Du coup, il y a une partie en fait où vous devez commencer à comprendre du coup bien comme il faut les réseaux de neurones et à faire des petits projets de votre côté pour bien comprendre. Et une partie à bien comprendre le Q-learning. Et donc pour ça, je vous invite déjà à faire du simple Q-learning sans faire du deep reinforcement learning comme on est en train de faire. Donc c'est-à-dire pas en combinant du réseau de neurones et du Q-learning. Et donc de simplement du coup faire des petits projets indépendamment et ensuite de pouvoir commencer à faire du deep reinforcement learning comme je suis en train de montrer là. Et si vous pensez que vous avez du coup les fondations des deux côtés, vous pouvez par exemple du coup reprendre ce code là et essayer du coup de faire comme j'ai fait. Vous voyez, au début j'ai commencé, tout était commenté, et donc de repartir de cette base en fait un peu toute commentée, où vous allez décommenter petit à petit chaque partie pour pouvoir vous rendre compte vraiment de l'importance de chaque partie du code en fait dans ce programme là.
Donc là, ce qu'on voit, c'est que par rapport au début, la moyenne déjà, elle a commencé un peu à augmenter. Au début, on était sur une moyenne qui était proche de 0. Et en fait, là, déjà, la moyenne, en fait, elle est déjà beaucoup plus haute qu'avant. Et donc, on devrait avoir un comportement assez correct. Donc là, on doit aller jusqu'à 150, donc encore quelques étapes. 130. « 40. Ok, du coup là l'entraînement est terminé, donc vous voyez que la voiture était, donc là je la contrôle, donc là je vais mettre play, hop, et donc là on va voir ce que ça fait. Voilà, du coup elle a tourné, elle se met dans l'autre sens, et là, bah là elle est partie. Voilà, vous voyez que là en fait elle a, du coup ça c'est le comportement en fait qu'elle a réussi à trouver, un comportement, du coup elle est capable de pouvoir accumuler des récompenses, et du coup de tourner au moment où elle doit tourner. Et donc là vous voyez que je peux même perturber en fait sa trajectoire, en utilisant le clavier je peux aller perturber sa trajectoire, hop, mais elle se remet généralement plus ou moins correctement, sauf là voilà où elle est restée coincée. Mais voilà, donc là il y a encore des petits moments où elle reste coincée. Mais voilà, donc de manière générale, elle arrive plus ou moins du coup à se déplacer dans cet environnement, donc c'est plutôt appréciable. Donc voilà, donc là on n'a pas encore vu toutes les problématiques qui arrivaient par rapport à cet algorithme-là. En fait, il faut savoir que quand on utilise un réseau de neurones avec des apprentissages par renforcement, en fait, ça rend les algorithmes en fait instables en fait en quelque sorte, parce que les réseaux de neurones, en fait, c'est capable de créer en fait des fonctions non linéaires et en fait qui donnent une sorte d'instabilité pendant l'entraînement. Donc on parlera de cette instabilité plus en profondeur dans la prochaine vidéo, et on analysera en fait un papier de recherche qui a été fait et qui permet de jouer à des jeux d'Atari. Donc il y a encore des modifications qu'on doit faire à l'algorithme actuel, et on verra du coup dans les prochaines vidéos comment on est capable de pouvoir appliquer les notions qu'on a vues jusqu'à présent pour pouvoir jouer à un jeu complexe tel qu'un jeu d'Atari par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à mettre des pouces en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également rejoindre le Discord pour poser vos questions sur l'apprentissage par renforcement ou autre. Donc il y a déjà plus de 100 personnes sur le Discord, donc ça fait plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine.